Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial dont va plus loin. La 5e République a 60 ans. Emmanuel Macron lui a rendu hommage toute la journée à Colombey-les-Deux-Églises, d'abord sur les pas du général de Gaulle, et puis en fin d'après-midi devant le Conseil constitutionnel. Une constitution qu'on ne doit pas mettre sous cloche, dit-il. Elle a selon lui 3 défis, la légitimité, l'efficacité et la justice. On reviendra en détail sur son discours avec nos invités. #OVPL pour réagir sur Twitter. Au programme dont va plus loin également, un entretien exceptionnel avec Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien sénateur. Ce grand homme de la 5e République défend avec ardeur notre Constitution. Il nous livre aussi sans détour, vous l'entendrez, son sentiment sur l'affaire Benalla. Elle finira par faire pchit, selon lui. Avant cela, retour sur le discours d'Emmanuel Macron, donc avec Julie Hulin. Une célébration dans un étrange contexte. En pleine crise gouvernementale, Emmanuel Macron célébrait ce jeudi le 60e anniversaire de la Constitution. Un hommage au général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises, puis un discours au Conseil constitutionnel devant 200 invités, dont les anciens présidents Valéry Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy. Un discours d'une trentaine de minutes dans lequel le chef de l'État a confirmé le retour de la réforme constitutionnelle devant l'Assemblée au mois de janvier. Une constitution qu'il estime nécessaire de réviser en répondant à 3 défis. La légitimité, l'efficacité, mais aussi un besoin de justice pour les Français. Ce que nos concitoyens attendent, ou plutôt exigent de leurs institutions, ce sont des résultats. C'est-à-dire une capacité à produire rapidement des décisions dotées d'un impact réel sur leur quotidien. Or, nos institutions ont peut-être à cet égard vieilli, et certaines mauvaises habitudes ont été prises, créant des rigidités peu intelligibles. Dose de proportionnelle aux législatives, bilan de l'action des ministres face aux commissions parlementaires, réforme du Conseil économique et social, aucune annonce dans son discours, mais une volonté exprimée de travailler autrement. Les précarés ont vécu, chacun à sa place doit désormais contribuer à la réussite du pays. Cela suppose de considérer la séparation des pouvoirs non comme une opposition frontale, ni une division étanche, mais comme une complémentarité féconde, contribuant à renforcer les droits des citoyens en organisant une dialectique des formes de représentation de l'intérêt général. Aucun sujet qui pourrait fâcher le Parlement et plus particulièrement le Sénat dans ce discours, mais une invitation au débat, peut-être à un futur accord. Un Sénat incontournable pour faire passer cette réforme constitutionnelle. Et avec nous pour le grand débat dont va plus loin, Anne Levade, bonsoir. Professeur de droit public, président de l'Association française de droit constitutionnel. Jean-Philippe de Rosier, constitutionnaliste, professeur de droit public également, auteur du blog La Constitution décodée. Bonsoir. Florent Wadillo, bonsoir à vous également, président du think tank L'Hétérie. Éric Roussel, historien, auteur de nombreuses biographies de la 5e République. Vous publiez Valéry Giscard d'Estaing, qui sort la semaine prochaine. Et Samuel Le Goff, journaliste parlementaire pour le site Contexte. Merci à tous les 5 d'être ici. Emmanuel Macron a donc construit son discours autour de 3 axes, ces fameux 3 défis qui supposent que notre Constitution évolue. Je les répète, ces défis: légitimité, efficacité, justice. Anne Levade, est-ce que vous êtes déjà d'accord avec ce diagnostic ? Oui, c'est un diagnostic, j'allais dire, assez classique, parce que le sentiment général que j'ai eu en entendant ce discours, c'est que finalement le discours, ça a été dit, il n'y avait pas d'annonce. Je ne sais pas s'il y avait lieu d'attendre des annonces, mais en tout cas, dans un contexte où ce discours était très attendu, parce que le contexte est un peu chahuté, c'était finalement un discours très classique, avec à la fois un récapitulatif de l'histoire, à large trait des 60 ans de la Constitution, et puis surtout une forme d'appel au retour à la normale, c'est-à-dire la reprise du débat sur la révision constitutionnelle, avec finalement ces 3 axes qui sont ceux qui justifient, a priori depuis le début, les propositions qu'il a faites. Oui, Donc, pas de surprise, confirmation plus que annonce ou innovation dans ce discours. Et j'aimerais revenir sur l'un de ces actes, Jean-Philippe de Rosier. Est-ce que la notion d'efficacité a sa place dans des institutions qui, par définition, sont plutôt dans le temps long ? Elle a tout à fait sa place. Tout dépend ce que l'on appelle par efficacité. Et elle a même tout à fait sa place, d'autant plus qu'elle y est déjà, l'efficacité. Et précisément, la 5e République fait rentrer la France dans l'ère des démocraties modernes, parce que, en plus de l'universalité qu'avait déjà la 4e République,
plénitude de l'universalité. On pourrait aller encore plus loin avec le droit de vote des étrangers, mais avec la 4e, on a introduit le suffrage féminin. La Ve République a précisément apporté l'efficacité et la stabilité du pouvoir. L'efficacité du pouvoir, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'à partir du moment où on veut prendre une décision, on est en mesure de la prendre, soit rapidement. La Ve République a montré qu'on est en mesure de prendre une décision rapidement. Elle a su gérer des crises dans l'urgence et éventuellement avec plus de maturation. Il est vrai que ces dernières années, les politiques nous montrent qu'ils veulent transformer cette efficacité en précipitation. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose et que ce soit être encore efficace, précisément parce que on est dans le temps long, dans la maturation législative, et il ne faut pas confondre efficacité et précipitation, ce que du discours d'Emmanuel Macron, j'ai le sentiment que lui-même confond, alors même qu'il disait qu'il fallait prendre le temps de faire la loi. Oui, parce que Florent Badillot, l'efficacité, ça n'a pas l'air d'être le cas pour Emmanuel Macron. Lui ne parle pas d'efficacité, il dit il est bon d'avoir des lieux où le temps s'arrête, mais ça va parfois trop lentement. Oui, c'est un discours sur le temps que le président de la République avait déjà tenu devant le Parlement réuni en congrès en juillet 2017. Il a cette obsession qui est assez banale, de dire que l'Assemblée est trop lente, la délibération est trop lente, la navette parlementaire est trop lente, et que le Parlement, la législation n'est donc pas en adéquation avec le rythme du pays. Pour autant, c'est le gouvernement qui maîtrise l'ordre du jour parlementaire. Il y a bien des expédients pour permettre d'accélérer ce temps-là. C'est finalement, chez Emmanuel Macron, un refus de la délibération, de ce que la délibération apporte, permet pour façonner la loi. Et on le voit d'ailleurs dans la manière dont il promeut sa politique, dans la manière dont il agence en quelque sorte les réformes qu'il veut mettre en œuvre. Le Parlement, la délibération est un peu une portion congrue, une étape obligatoire qui est vécue comme une souffrance. Et ce discours du temps revient très régulièrement chez le président Macron. Oui, mais j'ai le sentiment qu'il est quand même assez en phase avec les Français sur ce point-là. En tout cas, cette attente d'un peu plus de rapidité, d'un peu plus d'efficacité, en parallèle de ce Parlement qui serait un petit peu trop long. Est-ce qu'il est, Éric Roussel, le premier président à ce point remettre en question la notion d'efficacité du Parlement ? D'une façon aussi explicite, oui. Oui, ça certainement. Mais moi, je crois que c'est lié aussi au changement qu'a produit le quinquennat. Parce que le quinquennat a changé complètement le tempo. Et à partir du moment où, logiquement, il ne doit plus y avoir de cohabitation, puisqu'il y a une coïncidence, en principe, entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, évidemment, le mouvement naturel, c'est d'accélérer les choses, puisqu'il n'y a plus de... Donc je crois que ça tient beaucoup à des causes, j'allais dire, structurelles, au-delà du tempérament du président. Le discours de ce soir est-il une réponse aux attentes ou aux doutes exprimés par Gérard Larcher depuis des mois et encore hier? Le président du Sénat aurait-il été entendu par le chef de l'État? Je voudrais qu'on l'écoute et je vais vous faire réagir juste après. Un gouvernement qui ne rend pas de compte aux représentants du peuple. Un gouvernement qui n'est pas régulé dans sa production législative est un gouvernement contestable. Oui, Montesquieu l'exprimait, pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Préserver les pouvoirs du Parlement, c'est préserver les fondements de la démocratie représentative. Affaiblir le bicamérisme, c'est affaiblir tout le Parlement. Samuel Le Goff, Emmanuel Macron ce soir a bien parlé du non-cumul des mandats dans le temps, de l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives, mais il n'a pas reparlé d'une baisse du nombre de parlementaires. Comment faut-il interpréter cela ? Je pense qu'il prend acte du fait que la révision constitutionnelle dans sa forme actuelle est morte et que les seules choses qu'il peut espérer sauver, c'est-à-dire faire passer sans le Sénat, c'est effectivement ce non-cumul dans le temps où finalement les sénateurs ont donné leur accord à partir du moment où l'immense majorité des maires ont été exclus du dispositif et où effectivement la dose de proportionnelle concernant l'Assemblée nationale pour les sénateurs, c'est pas une affaire. Pour le reste, effectivement, la baisse du nombre de parlementaires implique que le Sénat accepte de baisser le nombre. Je ne vois pas pourquoi le Sénat accepterait de le faire si la révision constitutionnelle échoue. Donc là, on voit par le discours de Gérard Larcher qu'on commence déjà la bataille de qui portera la responsabilité de l'échec
de cette révision constitutionnelle. Là, il y a une bataille de communication qui commence. Mais est-ce que vous pourriez dire, Anne Levade, peut-être, qu'il y a une forme de légère reculade d'Emmanuel Macron, qu'on a taxé d'antiparlementarisme, qu'on a accusé de vouloir affaiblir le Parlement? Est-ce que ce soir, dans ce discours qui a été très court, on l'a dit, il n'a pas un petit peu tendu la main à ce Parlement? Alors si, indiscutablement, il a voulu donner des gages, c'est-à-dire qu'il a voulu rassurer, y compris d'ailleurs le passage qui était repris tout à l'heure sur la séparation des pouvoirs, en disant qu'on n'était pas dans la confrontation, qu'on n'était pas dans l'étanchéité entre les pouvoirs, mais que c'était une idée de collaboration et qu'il fallait effectivement aller ensemble en quelque sorte dans la même direction. Moi, pour tout vous dire, j'y étais, donc je l'ai entendu. Je n'ai même pas relevé qu'il n'était pas revenu sur la baisse du nombre de parlementaires. Je vous avoue que nous, ça nous a frappé. J'ai le sentiment, pour le coup, que c'est tellement accepté quasiment par tous. Bien sûr, le Sénat réagit parce que derrière, il y a le problème du découpage. Ça, c'est normal. Il y a le problème des circonscriptions et puis il y a aussi le problème du renouvellement du Sénat d'un seul bloc parce que si on diminue le nombre de parlementaires, effectivement, ça va produire des difficultés pratiques. Mais en même temps, il ne me semble pas que du côté du Sénat, ce soit le point de blocage le plus significatif dès lors que la représentation des territoires demeurerait assurée d'une manière satisfaisante. Donc, à mon avis, il n'y a pas vraiment de reculade là-dessus. De plus, je crois que c'est hier où j'entendais une réponse de la garde des Sceaux à une question au gouvernement, et elle insistait beaucoup sur le fait que ça allait être un paquet institutionnel, comme si finalement la discussion allait reprendre, ce qui d'ailleurs était une demande du Sénat, sur les 3 textes en même temps. Constitutionnel, organique et ordinaire, ce qui manifestement là aussi est une main tendue vers les parlementaires en disant vous voyez bien qu'on ne vous fait pas voter sur quelque chose en vous cachant ce qu'il y aura dans les autres textes, nous faisons le tout ensemble parce qu'il y a une cohérence d'ensemble dans la réforme. Jean-Philippe de Rosier, on a aussi entendu Emmanuel Macron confirmer que chaque ministre viendrait faire son bilan devant chaque commission parlementaire. On a eu le sentiment que c'était un discours, j'allais dire, pro-parlementaire. Oui, effectivement, j'ai entendu, j'étais aussi au Conseil constitutionnel et j'ai bien entendu ce qu'il avait dit là. Ça ne relève pas de la Constitution, c'est quelque chose pratique qui peut être introduite de façon tout à fait coutumière. Il n'y a même pas besoin de modifier le règlement des assemblées. Quant à la diminution du nombre de parlementaires, la tribune de Richard Ferrand, qui est parue dans Le Monde de ce soir, la mentionne. Et j'ose imaginer que la tribune du président de l'Assemblée nationale, qui plus est signée par Richard Ferrand, a été visée par le cabinet du président de la République. Donc, voilà, il y a une corrélation et je participe un peu de cette idée qu'effectivement, ça participe d'un tout. En revanche, il a maintenu la dose de proportionnelle et moi, j'avais le sentiment, j'avais relevé qu'il n'y avait pas diminution du nombre, mais parce que vous l'aviez relevé. C'était acquis, mais j'avais le sentiment qu'il nous servait le même discours que le 9 juillet, si vous voulez, devant le Congrès. Presque le sentiment qu'il s'était trompé de pochette, c'est-à-dire qu'il avait repris la pochette du 9 juillet et pas celle du 4 octobre 2018, parce que voilà, il venait, effectivement, il a raconté un petit peu l'histoire de la Ve République, lui rendant hommage, et il a ensuite développé et vendu sa réforme. Et comme dans l'esprit de sa réforme, il y a cet affaiblissement du Parlement, elle est véhiculée. Et c'est pour ça que moi, en l'état, je peine à trouver l'espace politique, je ne dis pas l'espace-temps, parce que ça, s'il décide de l'inscrire à l'ordre du jour, il trouvera l'espace-temps, au moins à l'Assemblée nationale, mais l'espace politique pour l'inscrire, parce que cette réforme est désormais intrinsèquement liée à l'affaire Benalla. Et même si l'affaire Benalla fait pchit, comme le pronostic Robert Badinter, au moment où elle va revenir à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, véhiculant cet affaiblissement du parlementarisme et du Parlement, l'opposition va être vent debout. Alors après, peut-être que ça passera quand même. J'ai quand même quelques réserves à ce niveau-là. Autre passage intéressant du discours présidentiel, sa volonté de moderniser la relation entre l'exécutif et le parquet. Vous en parliez, Anne Levade, justement à l'heure où on le soupçonne d'être un peu trop intervenu dans le choix du remplaçant de François Molins. Et je voudrais qu'on l'écoute. La justice doit être indépendante, mais elle ne saurait être hors de tout, sauf à risquer de n'être légitime de nulle part. C'est particulièrement vrai pour le parquet, qui participe tout à la fois de l'activité judiciaire et de l'action publique. À ce titre, n'en déplaise à des esprits chagrins ou mauvais lecteurs de notre Constitution actuelle, comme je l'espère de celle à venir,
son lien avec le pouvoir exécutif, même assorti de robustes garanties, ne saurait être totalement rompu. Voilà, ça c'est donc sa réponse très claire à la polémique du moment. Notez d'ailleurs que 2 sénateurs ont signé une tribune dans Le Monde, Patrick Kanner et Jean-Pierre Sueur. Ils appellent le chef de l'État à aller encore plus loin sur le projet constitutionnel en supprimant toute intervention de l'exécutif dans la nomination des magistrats. Le président répond non, Florent Vadillo, c'est clair. Oui, c'est très clair. Il a raison ? En tout cas, il est fondé à le faire parce que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État ont promu un modèle à la française face aux discussions qui pouvaient avoir lieu, notamment avec les instances internationales et européennes en particulier. Donc il met en avant ce modèle-là, il donne comme gage la réforme du CSM et en maintenant le lien très fort qu'il y a entre le ministère de la Justice et le parquet. Il a cité le parquet en le distinguant. Il faut, sur ce point-là, être très clair. Soit le gouvernement conduit une politique pénale, et dans ce cas-là, il a les moyens de conduire cette politique pénale, soit le gouvernement se voit ôter ce moyen-là au profit d'un procureur de la nation ou autre. Bon. Si l'on considère qu'il faut donc que le gouvernement, et ça paraît légitime, conduise une politique pénale, il faut donc que le lien puisse être créé entre le parquet et le pouvoir exécutif. En revanche, la manière de s'ingérer dans la politique de nomination, au moment de nommer à la fois le procureur général près la Cour de cassation et le procureur de la République à Paris, détonne un peu avec les pratiques que les gouvernements avaient mis en œuvre jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a une forme de désinhibition dans l'ingérence, dans le choix des candidats. On choisit des candidats proches du gouvernement. Rémi Heitz est directeur des affaires criminelles et des grâces, donc nommé par le gouvernement pour continuer en quelque sorte la politique pénale du gouvernement à Paris. Et c'était vraiment, depuis au moins une dizaine d'années, une tradition que de se retirer quelque peu, en tout cas de ne pas assumer un tel rôle dans le pouvoir de nomination. C'est une rupture qui est logique, mais qui pose tout de même des questions dans l'équilibre des institutions et la vision de la République par Emmanuel Macron. Vous nous le confirmez, Éric Roussel, puisque vous êtes historien, c'est une rupture avec les pratiques des présidents précédents, des exécutifs précédents ? Il me semble que c'est peut-être plutôt qu'on renoue plutôt avec peut-être l'esprit des origines, parce que il me semble il y avait au début, sous le général de Gaulle, il y avait tout de même une pratique qui était proche de celle-là, qui allait même sans doute. Le CSM était totalement différent. Oui, oui. Mais surtout, démocratie peut-être pas autant aboutie. Voilà. Oui, enfin, ça dépend comment. Mais il y a quelque chose dont on ne parle pas et qui me paraît très très important, c'est l'enquête qu'a révélé le Figaro, et c'est vraiment un tournant, à mon avis, dans l'histoire de la Ve République, parce que pour la première fois, d'après ce sondage, il me semble que les institutions ne recueillent plus l'unanimité. C'est même assez... Le sondage est vraiment... Alors, seulement 44, je vais le préciser, ce sondage, seulement 44% des Français interrogés dans cette enquête Odoxa Consulting pour effectivement le Figaro sont attachés au régime actuel, c'est assez peu, 44%, oui. Et ils sont 53% à être attachés à l'élection du président au suffrage universel. Oui, mais moi, ce qui me frappe, c'est le fait que d'une part, il y a finalement une faible adhésion aux institutions maintenant, et il y a une grande confusion en réalité quant aux desiderata de l'opinion, parce qu'il semble qu'il y ait une partie de l'opinion qui voudrait au fond plus de démocratie directe, d'autres qui sont... Enfin, l'élection du président de la République fait l'unanimité, enfin tout ça n'est pas très très cohérent, il y a des demandes qui me paraissent confuses, contradictoires, et on peut se demander si ça ne participe pas, au fond, d'un phénomène plus général, qui est la crise de la démocratie qu'on voit partout, qui n'est pas, dont la France n'est peut-être pas à l'abri. Samuel Le Goff, Anne Levade le disait tout à l'heure, Emmanuel Macron préfère parler de coopération des pouvoirs plutôt que de séparation des pouvoirs. Est-ce que ça ne paraît pas un peu dangereux comme formulation ? Coopération à partir du moment où chaque pouvoir est établi sur ses bases, a une indépendance et accepte de travailler ensemble, oui, mais c'est toute la question du moment et des dernières semaines. C'est qu'on a vu qu'il y avait des interférences un peu entre tous les pouvoirs et que la séparation des pouvoirs était un petit peu abîmée. Emmanuel Macron a une conception de la séparation des pouvoirs assez spéciale, où effectivement, il veut bien qu'ils soient séparés à condition que lui soit le premier et puisse éventuellement imposer des choses aux autres. En tout cas, il occupe la plénitude de ce qu'il estime être la fonction présidentielle. Et comme quelqu'un qui a un peu une pochette, il utilisera absolument tous les outils qui sont dans la pochette. Pas question de laisser du champ aux autres. Il occupe l'espace. Et là,
j'ai entendu quand même des messages dans le discours adressés à la magistrature. Parce que quand il dit, si vous voulez être totalement indépendant, quelle sera votre légitimité politique ? Là, il questionne vraiment la magistrature en disant, si vous allez au bout, il va falloir accepter l'élection. Ou ouvrir en tout cas la boîte de Pandore de qui êtes-vous pour prendre des décisions seul. Donc, et il annonce aussi un certain nombre de réformes de la justice en disant, il faut un dialogue approfondi avec la magistrature. Donc, il leur met un peu la pression. Anne Levan, vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Je voulais juste revenir d'abord sur la séparation des pouvoirs. Moi, de mon point de vue, la séparation des pouvoirs, d'abord, n'est pas spécialement abîmée par ce qui s'est passé ces dernières semaines, parce que le mot séparation, il ne faut pas s'y tromper. C'est pas une séparation étanche. C'est pas, et là-dessus, Emmanuel Macron, mais c'est pas lui qui vient de le dire. Enfin, c'est connu. C'est pas l'idée que chacun est dans son domaine et ne s'occupe pas de ce que font les autres. La logique de la séparation des pouvoirs, c'est la justification de la séparation des pouvoirs, c'est de modérer l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que les pouvoirs doivent se modérer les uns les autres. Et donc, pour se modérer les uns les autres, avoir des relations, et donc faire un système d'équilibre permanent est légitime. Donc vous êtes d'accord avec ce mot de coopération des pouvoirs ? En tout cas, un système dans lequel la loi votée par le Parlement est au départ un projet de loi du gouvernement illustre qu'il y a une coopération. Un système dans lequel on peut avoir une question de confiance posée par le gouvernement au Parlement montre qu'il y a une coopération. Le régime parlementaire repose sur une forme de coopération entre les deux pouvoirs, c'est-à-dire qu'il y a des liens organisés. Ça ne veut pas dire, et c'est ça la séparation des pouvoirs, ça ne veut pas dire que l'exécutif se substitue au Parlement ou le Parlement à l'exécutif. Ça veut dire que si l'un abuse ou que l'on craint qu'il abuse de son pouvoir, l'autre peut agir. Il y a les contrôles parlementaires, il peut y avoir la dissolution par le président si jamais le Parlement semble trop ingérable, mais pour autant, ça n'est pas une étanchéité, et même l'étanchéité, elle peut être problématique en réalité. Jean-Philippe de Rosier. Oui, moi je crois que Emmanuel Macron confond la collaboration des pouvoirs et les instructions au pouvoir. La collaboration des pouvoirs, c'est l'esprit même de la théorie que l'on a injustement appelée, celle de la séparation des pouvoirs. Mais tout à l'heure, le président Gérard Larcher citait Montesquieu. Si vous lisez Montesquieu, il ne parle jamais de séparation des pouvoirs. Ils disent les pouvoirs, puisqu'ils seront contraints d'aller, ils iront de concert. C'est-à-dire qu'ils iront ensemble et ils collaboreront. Dans le régime parlementaire, Anne Levan l'a parfaitement souligné, ils collaborent en permanence. Dans le régime présidentiel, c'est exactement la même chose, sauf que les collaborations ne sont pas institutionnalisées comme c'est le cas dans le régime parlementaire. Ce qui s'est passé ces dernières semaines montre cette parfaite collaboration des pouvoirs. Le Sénat, l'Assemblée nationale ont voulu contrôler le pouvoir exécutif et même le pouvoir présidentiel. Pas le président lui-même, parce que ça, ce n'est pas possible, mais le pouvoir présidentiel, la présidence de la République. La sphère élyséenne. En revanche, Emmanuel Macron, lui, veut donner des instructions au pouvoir. Il se permet de rayer des noms. La Constitution l'y autorise pour nommer le procureur général de Paris. Il donne des instructions aux juges. Il donne des instructions à ses collaborateurs lorsqu'ils sont convoqués devant les commissions d'enquête, ce pourtant il n'a pas le droit de faire. Ses collaborateurs sont convoqués, ils sont tenus de déférer. Il ne pouvait pas dire « je suis ici sur autorisation du président de la République ». Enfin, il pouvait le dire, bien sûr, mais l'autorisation ou non du président de la République n'aurait rien changé. Et Emmanuel Macron va même jusqu'à appeler le président du Sénat en lui disant « Monsieur le président du Sénat, je trouve que votre commission des lois dotée des pouvoirs d'enquête va un petit peu trop loin. » C'est un exercice du pouvoir qui n'est pas conforme à la collaboration des pouvoirs, justement, mais qui s'introduit, qui donne des instructions au pouvoir, ce qui ne me paraît pas participer de l'esprit de la séparation des pouvoirs, de l'esprit des lois. Alors on va poursuivre la discussion, parce qu'alors qu'Emmanuel Macron nous dit que la Ve République a augmenté les pouvoirs du président sans pour autant en faire un régime présidentiel, François Hollande, lui, souhaiterait au contraire qu'on aille jusqu'au bout du régime présidentiel, jusqu'à supprimer purement et simplement la fonction de Premier ministre. Il était l'invité de Public Sénat ce matin. Comme l'avait dit Georges Pompidou, couper le nœud gordien. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire le président de la République doit être le seul chef de l'exécutif. Donc plus de Premier ministre. Donc plus de Premier ministre, plus de responsabilité devant le Parlement, plus de droit de dissolution. Puis président de la République pour l'Assemblée nationale. Donc un hyper-président. Et non. Et pour éviter ce qu'on constate aujourd'hui, depuis des années, l'hyper-présidence. L'hyper-présidence n'est pas liée
à la Constitution actuelle, au sens où il n'a pas les pouvoirs de tout l'exécutif. Mais le problème de notre Constitution, c'est que le Parlement y est trop faible et qu'il y a une diarchie au sein de l'exécutif. Florent Vadillo, une idée nouvelle et assez détonnante, non? Alors, l'idée n'est pas nouvelle. Pour le coup, il reprend... Dans la bouche de François Hollande? Dans la bouche de François Hollande, si. Ses anciens premiers ministres apprécieront. Un a déjà quitté la France, donc peut-être est-ce lié. Peut-être est-ce pour ça qu'il veut supprimer... À n'en pas douter. Je pense que Manuel Valls s'est déploré. Et au-delà du message politique? Non, honnêtement, c'est un vieux débat qui, dans les années 2000, avait ressurgi avec la C6R, le livre de Jack Lang, etc. Donc, le fait que la France devrait évoluer vers un régime présidentiel. Assumé, disons. Assumé. Parce que c'est un peu le cas. La commission... Oui, c'est vraiment... C'est une ancienne. Ce débat revient là très, très régulièrement. Il y a deux raisons à cela. D'abord parce qu'en France, on a une forme de pensée instrumentale constitutionnelle. On estime qu'on change les institutions, on fait une révision, ça va permettre de modifier les équilibres des pouvoirs, etc. Et la deuxième, c'est parce qu'il y a un sujet majeur qui est l'incarnation du pouvoir. En France, on a un pouvoir extrêmement incarné dans le président de la République et on ne veut pas se priver de cette incarnation-là et pour autant, elle est inconciliable avec la responsabilité. Donc on essaie de trouver toujours des expédients pour concilier à la fois un pouvoir charismatique et une responsabilité pour respecter une véritable démocratie. Et on tourne toujours autour de ce pot-là, en quelque sorte. Et moi, je pense qu'il y a en fait une culture politique à changer, plus que de commencer à modifier la Constitution. Il y avait une très belle phrase de Guy Carcassonne qui disait « Le Parlement n'a pas besoin de pouvoirs supplémentaires, il a besoin de parlementaires pour les exercer. » Donc, je crois que commençons par exercer le pouvoir, que chacun des pouvoirs exerce sa parcelle de pouvoir, que les cultures politiques s'adaptent à une vraie pensée démocratique. Et sans doute ira-t-on vers d'autres expédients que les révisions constitutionnelles qui finissent par brouiller le message et n'apporter pas grand-chose au final. Éric Roussel. Oui, ce que j'ai remarqué, c'est l'allusion du président Hollande au nœud gordien de Georges Pompidou. Or, Georges Pompidou dit exactement le contraire dans son livre. Il dit justement que le régime... Je suis en train de le préfacer pour une édition de poche, donc je viens de le relire. Et Georges Pompidou dit insiste sur la spécificité, même la bizarrerie qu'il ne nie pas de ce système institutionnel. Il a même cette expression, il dit après tout, les corneaux sont quelquefois plus intelligents que les chiens de race. Il dit qu'à l'avenir, on aura sans doute d'autres choix. De Gaulle parti, que le président de la République, privé du charisme de Gaulle, n'aura d'autre choix sans doute que d'affirmer son rôle au détriment du Premier ministre. Mais pour autant, il ne parle pas du tout, il exclut même l'idée de passer à un vrai régime présidentiel. Au contraire, il assume au fond, et ça a été le cas d'ailleurs des présidents qui ont suivi, qu'il s'agisse de Valéry Giscard d'Estaing et surtout de François Mitterrand. Il ne faut pas oublier que François Mitterrand a écrit un livre terrible contre le général de Gaulle, le coup d'État permanent, où il condamnait, non seulement le personnage, mais les institutions. Il y avait vraiment une mise en cause des institutions. Et lorsque François Mitterrand a été élu, quelques semaines après son élection, j'ai le souvenir d'une interview qu'il avait donnée au Monde. Il a eu ce mot, les institutions étaient dangereuses avant moi, elles le redeviendront après moi. François Mitterrand qui, vous l'avez vu, il n'a strictement rien changé. Et François Mitterrand qui, aujourd'hui, d'après toujours ce même sondage, est considéré comme le meilleur président de la Ve République. Samuel Le Goff, que vous inspire cette proposition, cette idée de François Hollande? Je dirais effectivement... Pas grand-chose, apparemment. Il ressort un vieux débat et je dirais sa parole est quand même largement démonétisée aujourd'hui en France. C'est-à-dire que c'est un président qui n'a plus d'avenir politique. Donc, il essaie de continuer à utiliser sa position, sa notoriété pour exister. Mais quelque part, qui encore croit que François Hollande a un avenir politique en France, qu'il peut porter des débats? Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une proposition forte qui peut faire débat. Oui, mais justement... Supprimer la fonction de Premier ministre, c'est pas anodin. Ça peut faire débat à partir du moment où celui qui la porte peut être capable... C'est pas juste une idée lancée en l'air, mais c'est quelqu'un qui peut derrière avoir un avenir politique pour la porter. Parce que d'autres peuvent la porter en son nom. Et oui. Il mobilise quand même un tout petit peu. Il y a beaucoup d'auteurs qui aimeraient publier un ouvrage et continuer à faire des dédicaces avec des fils 6 mois après la publication. Donc il mobilise quand même un tout petit peu encore au moins les lecteurs, en 2 mots. Voilà, oui. Mais quelque part, lancer une telle idée, il faut qu'elle soit reprise. Là, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'elle soit reprise.
Je ne pense pas. Pardon. Non, mais la question est pas tant de savoir l'intérêt pour ou avec François Hollande de cette proposition. Moi, je trouve qu'on fantasme toujours beaucoup le régime présidentiel. C'est-à-dire, c'est effectivement un vieux débat parce qu'on l'a souvent présenté comme étant, en gros, le remède à tous nos maux. Parce qu'on adore avoir des mots constitutionnels, donc en permanence on se dit que ce serait mieux autrement, ça c'est la maladie française depuis 1789. Et du coup, souvent on applique le terme régime présidentiel à ce qui serait un idéal. Pourquoi ? Parce qu'on dit, puisqu'on est un régime présidentialiste, allons au bout des choses, c'est d'ailleurs souvent comme ça que c'est présenté, allons vers le régime présidentiel. Alors que ça n'est pas la suite logique, c'est pas l'aboutissement logique. Nous sommes profondément un régime parlementaire avec un président de la République qui a un poids particulier. J'observe qu'il y a d'autres pays dans le monde qui ont un système constitutionnel pas très différent du nôtre, un président élu au suffrage universel direct, avec des pouvoirs qui ont l'air de ressembler à ce qui se passe chez nous, par exemple au Portugal, et ça ne produit pas du tout les mêmes effets. Donc ce n'est pas la Constitution le problème, c'est l'articulation, l'adéquation entre les institutions et un tempérament politique. Et en France, ça produit ce que nous avons, c'est-à-dire, oui, une présidentialisation très forte, c'est-à-dire une figure du chef de l'État qui manifestement, et ce que vous disiez sur le sondage était intéressant, 44% des Français n'ont pas confiance dans les institutions. Bon, pourquoi pas ? Je ne sais pas si on a fait le même sondage il y a 10 ans et qu'ils étaient 80 à avoir confiance. Non, mais on l'a fait il y a 2 jours, ils étaient 49. Alors, alors ça chute très justement, dangereux. c'est pour ça que... Mais en revanche, 54 qui sont attachés à l'élection au suffrage universel du président de la République, c'est intéressant. Ça, c'est très français, parce que si on veut effectivement revenir, comme certains au contraire le veulent, à un régime parlementaire classique, c'est ça qu'il faut supprimer. Je ne dis pas que moi, c'est ma position, mais ceux qui veulent les régimes dans l'épure disent soit régime présidentiel, c'est le régime américain, soit un régime parlementaire, un vrai primo-ministériel. Donc, dans les deux cas, il faut couper une des têtes de l'exécutif. Mais en même temps, ceux-là même qui, il y a une dizaine d'années, proposaient une constitution primo-ministérielle, je pense par exemple à Arnaud Montebourg, etc., ne supprimaient jamais l'élection du président au suffrage universel direct, ne supprimez pas l'article 5 sur les pouvoirs du chef de l'État, et donc ne supprimez pas l'article 16. Et il y en a un qui ne veut rien toucher du tout, c'est Jean-Pierre Raffarin, qui était aussi notre invité hier sur Public Sénat. Il est catégorique, la réforme de la Constitution, je ne la vois pas comme quelque chose d'essentiel pour la France. La Ve République est très intelligente, moins on la touche, mieux on se porte. Jean-Philippe de Rosier. Écoutez, je ne pensais pas qu'un jour je serais d'accord avec Jean-Pierre Raffarin, mais moi je suis toujours surpris, et je partage là encore l'analyse d'Anne Levade. Effectivement, il y a un mal français qui est de vouloir tout le temps changer de constitution. Et je suis toujours surpris quand on dit il faut changer la Ve République, il faut passer à la 6e, ou il faut les faire évoluer, etc. Alors que chaque fois qu'on a une élection présidentielle, que ce soit en 2012, en 2017 ou même en 2007, on élit toujours un président qui est le plus proche des institutions existantes depuis 50 ou 60 ans. Ça n'empêche pas de la faire évoluer. La Ve République, aujourd'hui, a 60 ans. C'est une vieille dame. Elle peut tout à fait passer chez le coiffeur, se faire un lifting. Elle peut changer, elle peut évoluer. Mais de là à la mettre au placard et la mettre à la retraite parce qu'elle atteint l'âge de 60 ans, ça me semble excessif. Et si vous pardonnez... Et on voit déjà ça. Exactement, mais c'est pour ça que vous me pardonnerez sans doute cet excès d'enthousiasme à l'égard de notre Constitution. J'ai le sentiment qu'il est partagé par quelques-uns autour de la table. Je crois qu'elle a apporté la stabilité et l'efficacité dont notre République avait besoin. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les 5 d'avoir participé au grand débat dont va plus loin. On va poursuivre cette édition spéciale autour de ce 60e anniversaire avec comme invité exceptionnel l'un des grands hommes de la Ve République, Robert Badinter. Il a accepté de nous accorder un long entretien pour nous faire part de sa vision des institutions. Avant de l'entendre, je vous propose quand même de regarder un extrait du documentaire de Pierre Bonde-Joseph qui s'est rendu aux Archives nationales pour remonter le fil de la grande histoire et relire les textes originaux qui ont fondé notre vie démocratique. Ça s'appelle « Naissance d'une Constitution ». Extrait. C'est un document rare et pourtant essentiel. La Constitution de la Ve République est gardée ici, dans les grands dépôts des Archives nationales à Paris, derrière les lourdes portes de l'armoire de fer. Rédigée en 1958,
en urgence et par quelques hommes seulement réunis autour du général de Gaulle. Voilà 60 ans maintenant que ce texte régit notre vie démocratique. Voilà, on a trouvé la page avec les signatures. Avec René Coty tout en haut, Charles de Gaulle juste en dessous. Et tous les ministres. Le premier à le signer, c'est le président de la République, donc René Coty. Et il signe ici, là, dans le petit bout de page. Et en dessous, vous avez le président du Conseil, donc Charles de Gaulle, c'est lui là. Et après, vous avez tous les membres du gouvernement. Si vous regardez la page, c'est très frappant. Charles de Gaulle, il est vraiment en plein milieu, à la fois en largeur et en hauteur de la page. Et pour autant, la vraie autorité promulgatrice de la Constitution, ça va être le président de la République, donc René Coty. Et on va aller plus loin avec notre invité exceptionnel aujourd'hui, c'est Robert Badinter. Bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Notre Constitution a aujourd'hui 60 ans, elle est la deuxième plus longue de notre histoire. Est-ce qu'elle a prouvé, selon vous, sa stabilité et sa capacité d'adaptation? Est-elle solide, notre Constitution? Oui, si vous regardez les événements intervenus depuis 1958, ça n'est pas douteux. Moi, je ne suis pas amateur de changement. Oui. Pas de modification de la Constitution, ça c'est autre chose, mais de changement de régime. L'histoire d'ailleurs est là pour nous dire que la France a eu beaucoup de constitutions en peu de temps. Mais même si le constitutionnalisme est un art chéri des politiques, il demeure qu'il est aussi l'expression d'une histoire très tourmentée. Et si vous regardez les changements de constitution, de régime, ça coïncide depuis le Second Empire avec des désastres nationaux. Aucun doute, vous comprenez, on passe à la troisième. Pourquoi? Parce qu'à Sedan, le régime impérial est mort de la défaite. Et la même chose, la troisième mourra de quoi? Du désastre de 1940. Et la quatrième, elle mourra son impuissance totale que j'ai vue à régler la question de la guerre d'Algérie et de l'indépendance de l'Algérie. Alors, longue vie à la cinquième. Je crois que vous avez apporté d'ailleurs des documents. Elle a quelque chose de particulier, cette Constitution, pour vous? Ce sont des notes que j'ai conservées et c'est essentiellement pour avoir la conférence de presse si importante du général de Gaulle en 1964, où il dit expressément ce qu'a représenté comme changement, je dirais constitutionnel à mes yeux, mais véritablement comme changement, ce qu'il souhaitait depuis l'origine, depuis 1958, c'est-à-dire l'élection du président de la République au suffrage universel. Là est la clé de la Ve République. Et je pense que ça correspond aux vœux des Français. Les Français veulent élire eux-mêmes le chef de l'État. Et dès ce moment-là, comme l'avait dit superbement le général, le président de la République est l'homme de la nation. Avec cette voix inimitable. Et vous avez entendu comme moi les sénateurs socialistes qui, eux, affirment qu'il est largement temps de la dépoussiérer, cette Constitution, qu'il faut l'adapter aux nouvelles réalités sociales. Vous n'êtes pas d'accord avec cela? Je ne sais pas ce que veulent dire les mots « nouvelle réalité sociale ». La réalité sociale, par définition, elle n'est pas figée, elle évolue. Je n'ai pas le sentiment que nous trouvions en présence de changements bouleversant la société. Ça n'est pas exact. Je le rappelle encore une fois, une chose est l'adaptation d'une constitution à mesure que le temps passe. Peut-être ce que les socialistes veulent dire par dépoussiérer. Autre chose est un changement radical de constitution à une nouvelle République. Je pense par exemple aux propos de Patrick Kanner, que je vais vous citer, qui est le président du groupe socialiste au Sénat. Les réformes constitutionnelles ont toujours été depuis 60 ans écrites par le pouvoir en direction des citoyens. Nous voulons dépasser ce circuit descendant en intégrant la participation citoyenne dans la rédaction même de notre texte fondamental pour qu'il corresponde mieux à la réalité du pays. Je lui souhaite bonne chance. Ça veut dire quoi? Il y aura un concours au sein des lycées, plus communément dans tous les cercles de pensée. Pourquoi pas au concours général, rédiger la meilleure constitution pour la France.
on va faire appel aux passions individuelles ou collectives pour dire « Ah mais moi je rêve de... » Bon, ben, chacun est libre dans une démocratie de critiquer les institutions, chacun est libre de proposer. Quant à dire que les modifications constitutionnelles doivent émerger, formule stupéfiante, là, de l'ensemble des citoyens, je ne sais pas, comme Aphrodite sortant de l'eau, un rêve. Enfin, ce sont ce que j'appelle des postures intellectuelles. Le monde politique en est assez friand, n'est-ce pas? Surtout en France. Nous sommes spécialistes des constitutions. Vous savez, je me souviens d'un anniversaire, c'était en 87 à Washington, pour commémorer il n'y en a eu qu'une constitution américaine, avec, il y avait eu, je crois, 22 amendements depuis 1787. Et j'ai dit, oh, c'est rien, nous en sommes à la 14e constitution. Nous fabriquons, heureusement, ou peut-être ce témoignage de l'histoire, nous fabriquons des constitutions et des amendements à la Constitution et des révisions de la Constitution. Bref, en France, le constitutionnalisme, c'est un art national comme la cuisine. Et on a même l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, on a le sentiment que cette Constitution est devenue un texte où l'on veut tout mettre. Je pense à la protection de l'environnement que l'on veut intégrer dans l'article 1, l'égalité salariée homme-femme, la suppression du mot race au profit de lutte contre le racisme et les discriminations. C'est aussi une manière de moderniser cette Constitution. Qu'en pensez-vous? Il ne faut pas confondre l'instrument et ce à quoi sert l'instrument. Une société évolue, nécessairement, le gouvernement, le Parlement doivent en tenir compte. Et que les lois changent, je suis le premier à le savoir, et c'est bien ainsi. Quant à changer l'instrument lui-même, quant à changer de constitution, quant à changer de régime, puisqu'on nous parle de 6e République, je dis non. Non. Et là, il y a un fondement simple, essentiel, qu'on doit prendre toujours en considération. La 5e République, c'est l'élection de président de la République au suffrage universel. Chacun sait, depuis le discours de Bayeux, que c'était la pensée du général de Gaulle. 58, il a manœuvré, bon, très bien, tout ça est de l'habileté politique, mais ne faut pas la refuser. Mais la vérité, c'est que depuis le départ, et ça se voit dans le discours de Bayeux, pour lui, le président de la République, selon formule superbe d'ailleurs, c'est l'homme de la nation. Et c'est vrai, il est élu par la nation. Les députés, aussi important que soit le rôle du Parlement, ils sont élus, les sénateurs aussi, mais autrement, par une circonscription. Alors, est-ce que l'adjonction de toutes ces volontés personnelles aboutit à l'expression meilleure d'une volonté générale? Je le dis simplement, je ne le crois pas. Et surtout, le monde moderne demande un exécutif fort. Et il ne peut pas y avoir d'exécutif fort, sinon le président de la République élu par la nation. A-t-elle été fragilisée par la révision de 2008 sous Nicolas Sarkozy, cette Constitution? En quoi? Non, c'est une question. La réponse est dans ma question. En quoi? Bon, alors, il y a des changements que je qualifierais presque de cosmétiques. Faire venir le président de la République, ou que le président de la République veuille aller au Parlement, bien, j'ai pu constater moi-même les satisfactions qu'en éprouvaient M. Sarkozy et les membres de sa majorité. Mais très franchement, je ne pense pas que le fonctionnement de la République ait été modifié. C'est une performance rhétorique, c'est plus ou moins de qualité, en l'espèce c'était bien, M. Macron aussi, mais les exercices d'éloquence ne sont pas absolument indispensables au progrès de la République. Une révision qui a tout de même renforcé le pouvoir du Parlement, celle de 2008. Oui, elle a renforcé. Ça, ce n'est pas cosmétique. Pas substantiellement. Pas substantiellement. Non, il n'y a rien qui puisse à cet égard altérer cette vérité fondamentale à laquelle je pense que les Français sont attachés. Le président de la République est en effet, étant élu au suffrage universel, l'homme de la nation. Alors, un peu trop de pouvoir dans la
version première, dans les versions gaulliennes, dans l'interprétation gaulienne. Rééquilibrer, nécessaire. Ça ne demande pas un changement de régime et vous ne pourriez pas faire passer une révision en commençant par le président de la République sera élu par le Congrès. Non. Vous ne retirerez pas aux Français ce droit primordial. Et qu'il reste pour les débats au Congrès. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron l'envisage après la salve de critiques à laquelle il a eu droit. Il envisage de rester pour les débats devant le Congrès. Oui, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que le président de la République, précisément parce qu'il est l'homme de la nation, il doit conserver une certaine hauteur. Et je dirais même que, quel que soit le talent du président de la République, il a mis l'occasion de le faire valoir. L'enceinte parlementaire, je ne parle pas ici du discours un peu cérémonieux qu'on peut cantonner dans des limites étroites. Moi je dirais le discours présidentiel, ça ne peut être fait que à la réunion première du nouveau Parlement ou dans le cas où les circonstances très graves mettant en jeu le destin de la nation et des Français surviennent. Moi, je conçois très bien que le président de la République vienne, s'agissant du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme, après les épreuves que nous avons eues. À cet égard, François Hollande a bien fait. Mais ça doit demeurer exceptionnel. Alors, descendre ensuite dans l'arène et affronter ou se mesurer avec des députés qui, tout naturellement, chercheront à cet instant à faire valoir aussi leur personne. Et à le mettre en difficulté. Ce dialogue-là, vous savez trop la vie parlementaire, pas mesuré, ce dialogue-là ne correspond pas à ce que doit demeurer l'apanage du président de la République. Indiscutablement, je le redis, c'est l'homme de la nation et c'est sur lui, en définitive, que repose, pendant la durée de son mandat, le destin de la nation, conjointement avec le Parlement, mais pas au même niveau que les parlementaires individuels. N'y a-t-il pas tout de même un risque d'un régime trop présidentiel, et notamment sous Emmanuel Macron, dont on sait que la révision constitutionnelle qui approche dans les mois qui viennent, voudrait affaiblir le pouvoir du Parlement ? Non, je ne crois pas du tout qu'il veuille affaiblir les droits du Parlement. À cet égard, je suis absolument même plutôt convaincu du contraire. Mais, les parlementaires ont tort ? Chaque tenant du pouvoir, dans le domaine de celui-ci, tente irrésistiblement à élargir celui-ci. Il n'y a pas d'institution ou d'homme qui incarne une institution qui ne veuille en effet repousser jusqu'à la limite extrême les possibilités de son action. C'est vrai, ça a été vrai pour le Conseil constitutionnel, que je connais bien. Entre celui d'origine et celui que nous avons, il y a un monde, une différence majeure. C'est vrai pour tout pouvoir. Le pouvoir va aussi loin qu'il le peut au regard des autres pouvoirs. Alors, ça vaut également pour les rapports avec le Parlement. Un rééquilibrage s'imposait. La Constitution de 1958 était trop dans sa version première, dominée par l'exercice du pouvoir solitaire. Ça tenait à l'histoire et à la personnalité du général, de son fondateur. Les choses sont mieux équilibrées. Je ne vois pas de remise en cause majeure de cet équilibre qui soit vraiment nécessaire. Même avec une baisse du nombre de parlementaires, même avec l'introduction d'une dose de proportionnelle à 15%, Écoutez, ce qui est sur la baisse du nombre de parlementaires, quel est le chiffre d'or ? Je ne sais pas. On nous explique aujourd'hui qu'on doit diminuer leur nombre. On nous avait expliqué qu'il fallait augmenter leur nombre. Les raisons demeurent, je n'ose dire, contingentes, mais pas toujours perceptibles. Pourquoi est-ce qu'il faut diminuer de 60 le nombre des parlementaires, ce qui permettra évidemment à ceux qui seront élus à la proportionnelle, non plus de 60 d'ailleurs, ce qui permettra à ceux qui seront élus à la proportionnelle, les 60 en question, de jouer, pense-t-il, un rôle. Moi, je sais simplement que la proportionnelle emporte avec elle, je dirais, des périls qu'on voit dans des régimes purement parlementaires. L'Italie. L'Italie en est un exemple. Israël en est un autre exemple. Ce sont des États, des démocraties,
qui sont nés avec une sorte de vision 4e République. À cette époque, il y avait des liens très forts entre les parlementaires des uns et des autres. Bon. Est-ce que ça assure un meilleur gouvernement? Est-ce que face à la réalité si complexe et si dure aujourd'hui des sociétés démocratiques, est-ce que la proportionnelle, qui est quand même l'expression des partis, assure une meilleure gouvernance? Moi, j'ai vu des hommes d'État de la 4e République, de la première qualité humaine et politique. J'ai vu Mendes, 7 mois au pouvoir. J'ai vu la succession des présidents du Conseil. Il y avait des hommes de qualité, je pense Félix Caillard, mais je pourrais penser à rien. Dès qu'on mettait le pied à Matignon, les gens pensaient déjà à la façon dont allait pouvoir s'organiser, pas les gens, la classe politique pensait à la façon dont allait pouvoir organiser la succession. Il y a indiscutablement dans le régime parlementaire une fébrilité qui ne correspond pas au tempérament véritable des Français. Robert Badinter, un des socles de notre 5e République, c'est la séparation des pouvoirs. Avez-vous trouvé, absolument, avez-vous trouvé que cette séparation des pouvoirs avait été malmenée ces derniers mois, ces derniers temps, elle avait été malmenée par le père fondateur, elle avait été malmenée par le général de Gaulle. Vous savez, il y a la conférence de presse de 1964 où il explique très très clairement tout le pouvoir découle de l'homme de la nation, la nomination des fonctionnaires, même, le mot y est, pas même, mais magistrats. Les magistrats, ils tiennent leur pouvoir de qui? De l'homme de la nation. Donc ce qui se passe en ce moment ne vous choque pas, par exemple? Non, mais même dans les rapports entre le pouvoir législatif et le président de la République, il est indiscutable qu'il fallait redonner au Parlement plus de pouvoir d'initiative, plus de pouvoir de censure, plus de pouvoir en un mot pour rééquilibrer une constitution qui avait été faite sur mesure pour le chef de l'État et que l'élection du président de la République au suffrage universel consacrait. Mais je le répète encore une fois, on doit prendre acte de ce que les Français, légitimement d'ailleurs au regard d'une histoire parlementaire politique particulièrement tourmentée, les Français ne se déprendront pas, ils ne voudront pas que le président de la République soit désigné en congrès par le Parlement. Ils ne le souhaitent pas, j'en suis convaincu. Et si on tentait un référendum sur cette question, ce serait sûrement un échec. Alors, à part de le reste en découle avec la nécessité de contre-pouvoir. Et sur ce point, s'agissant notamment de l'autorité judiciaire, on appelle d'un terme excessif le pouvoir judiciaire, de l'autorité judiciaire, il est certain que les progrès accomplis, la marche vers l'indépendance nécessaire des magistrats, eh bien, ces progrès-là étaient arrachés peu à peu, et je souhaite que la révision constitutionnelle intervienne parce qu'elle consacre une meilleure garantie d'indépendance au profit des magistrats du parquet. C'est absolument souhaitable. On a quand même assisté à quelques interférences ces derniers mois. Ça ne vous a pas échappé dans l'affaire Benalla, entre le judiciaire, le législatif, l'exécutif, ou encore autour de la succession du procureur de Paris, François Molins. Écoutez, ne confondons pas, s'il vous plaît, les niveaux. Oui. Moi, quand j'entends parler d'une affaire à propos de M. Benalla, je souris. Mais quelle affaire? Quoi? Comment? La justice est là, elle examine l'enquête, mais vraiment, quand on considère, et je l'ai dit, je l'ai pensé depuis le premier moment, les affaires d'État, je les ai connues, mais je les ai vues. Quand le leader de l'opposition marocaine est attiré dans un piège entre services secrets, assassiné en France, et que son corps est expédié en avion au Maroc, là c'est une affaire d'État. Et d'ailleurs ça a suscité une rupture de relations diplomatiques. Donc Greenpeace, rappelez-vous, comment en Nouvelle-Zélande, des forces françaises
appartenant à l'armée française, viennent pourquoi pour faire un attentat et faire couler le bateau de Greenpeace. Là, vous êtes dans une affaire d'État. Pourquoi? Parce que les pouvoirs de l'État sont détournés. Mais l'affaire Benalia, c'est l'affaire. Je le reconnais. Ce n'est que ça. Ce n'est pas une affaire d'État dans la mesure où les pouvoirs de l'État n'ont pas agi à l'encontre de leurs devoirs, de leurs limites, de leurs fonctions. Mais vous avez été garde des Sceaux pour la plupart. Vous avez été vous-même garde des Sceaux. Nicole Belloubet qui critique la commission d'enquête parlementaire. C'est un incident admirablement mis en scène. Mais ça n'est que ça. Et moi, j'attends très patiemment de voir ce qui se passera. Je rappelle que les, entre guillemets, victimes qui étaient venus sur les lieux n'avaient pas déposé plainte, s'en étaient gardés. Je rappelle que ce fonctionnaire avait indiscutablement dépassé les limites de son pouvoir. Enfin, ça s'appelle un incident qui appelle une sanction disciplinaire. On peut dire pas assez. Bon, ben, très bien. Admirablement mise en scène, vous dites? Mais, ah oui, Mais écoutez, regardez cette espèce d'effervescence de toute la presse, des premières pages, des interviews. Comme si, en effet, encore une fois, il s'agissait de l'affaire de Barca. Mais il y a eu une commission d'enquête parlementaire, ici même au Sénat. Il y avait un événement. Vous illustrez là ce que j'appelle précisément le prurite ou la volonté d'exister, de paraître. Et puis, aux professionnels, pour des vrais professionnels, c'est une bonne occasion de mettre en cause le président de la République. Et ma foi, les partis d'opposition sont assez enclins naturellement à mettre en cause le président de la République qui ne marche pas, qui ne sort pas de leur rang. C'est naturel. Je n'irai pas jusqu'à dire ça à force des choses, mais je dis simplement, vous avez là une pratique politique qui n'a rien d'exceptionnel. Mais quant avec l'œil de l'observateur que je suis maintenant, quand j'entends parler d'affaires d'État, je souris. Et je me dis, vous vous rappelez, c'était le mot admirable de M. Chirac. Psst, vous vous souvenez l'affaire il était assez drôle d'ailleurs à cet instant-là. Et bien ça sera la même chose. Ça sera la même chose, ça finira par... Psst. On dira, bah oui, c'est un fonctionnaire qui, trop actif, a dépassé les limites de ses fonctions. Ça appelle une sanction disciplinaire, peut-être plus qu'il en a encouru, mais ça n'est pas une affaire d'État dans la mesure où les pouvoirs d'État n'ont pas donné ce mandat pour ce monsieur pour agir ainsi. C'est une initiative personnelle tout à fait détestable et dont il doit rendre compte. Il nous reste à peine quelques secondes, Monsieur Badinter. Si on va terminer là-dessus, si vous deviez donner un conseil à Emmanuel Macron pour les mois à venir. Vous parliez de l'homme de la nation, vous parliez d'un régime présidentiel qui devait le rester. Doit-il rester l'homme de la nation tel qu'il est aujourd'hui? Écoutez, il est l'homme de la nation, qu'il le veuille ou pas. Les choses sont ainsi parce qu'il a été élu par la nation. Alors, à partir de ce moment-là, lui sait parfaitement les limites de son pouvoir. La seule question, c'est est-ce que dans la situation politique actuelle, le président de la République doit croire absolument au ministère de la parole, l'exercer. Moi, vous savez, M. Macron a du talent, mais je pense que la parole présidentielle doit être rare. Merci infiniment Robert Badinter d'avoir été notre invité exceptionnel en ce jour anniversaire de la Ve République. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Public Sénat. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 18h sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info demain, il s'agit de Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.